Bonjour. Quand on parle des portes de Paris, on ne parle pas des portes des immeubles, ce qui pourrait être un sujet à part entière car il y en a de fort intéressantes, mais on parle des points d'accès dans la capitale à travers les enceintes dont la ville a été entourée. Vous connaissez aujourd'hui ces noms qui sont les portes le long du boulevard périphérique ou le long des boulevards des Maréchaux. En effet, la ville a été successivement entourée de différentes enceintes, presque tout au long de son histoire. Il y a une incertitude pour la période gauloise. L'île sur laquelle se trouvait Lutèce était sûrement entourée d'une enceinte, mais on n'en a pas vraiment de connaissances certaines. Lorsque les Romains s'installent à Lutèce, évidemment, ils veulent protéger la ville contre les invasions barbares et eux, ils créent une enceinte en pierre. Euh, il y aura ensuite différentes enceintes à l'époque médiévale, par exemple au IXe siècle, et mieux connue, l'enceinte Philippe-Auguste, qui fut édifiée entre 1190 et 1210. Si on la connaît mieux, c'est parce que on en trouve des traces. On connaît bien le tracé de cette enceinte sur les premiers, quatrième, cinquième, sixième arrondissements. D'ailleurs, si vous vous promenez par exemple dans le Marais, vous pouvez encore voir des vestiges de cette enceinte, par exemple rue des Jardins Saint-Paul. À l'origine, cette enceinte comportait 11 portes, dont 8 sur la rive gauche, et elles furent plus nombreuses au fur et à mesure que l'enceinte s'agrandissait pour suivre l'expansion de la ville. Donc on peut savoir qu'il y avait une porte, par exemple, là où il y a maintenant le restaurant de la Tour d'Argent. On connaît aussi la porte Saint-Michel, qui s'appelait aussi la porte d'enfer. Et on en a retrouvé une trace, par exemple, de celle-là, lorsqu'il y a eu des grands travaux pour percer le boulevard Saint-Michel en 1860. D'ailleurs, cette porte n'avait été détruite qu'au XVIIe siècle. Effectivement, c'est lorsqu'on fait des grands travaux, comme les travaux d'Haussmann, le creusement du métro, ou encore aujourd'hui, lorsqu'on fait des travaux dans certains soubassements d'immeubles, on retrouve des traces de ces enceintes et de ces portes. Donc, l'enceinte Philippe-Auguste était aussi percée de ce qu'on appelait des poternes. C'était simplement des ouvertures dans le mur qu'on pouvait boucher très rapidement en cas de menace. L'enceinte suivante date du XIVe siècle. C'est celle de Charles V et de son fils Charles VI. Lorsque vous allez visiter le musée du Louvre et que vous entrez par le carrousel, c'est là où vous voyez des restes de cette enceinte. Euh, L'enceinte comportait 6 portes sur la rive droite, comme par exemple la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Euh, Pendant la guerre des religions au XVIe siècle, on éprouve le besoin de renforcer cette enceinte et Louis XIII, dans les années 1566, fait agrandir l'enceinte plutôt sur le côté rive droite, Concorde, Madeleine, Capucine. À la suite de Louis XIII, Louis XIV, dans les années 1670, très confiant dans la sécurité du royaume et de la capitale grâce à ses nombreuses victoires sur les ennemis, décide de faire raser toutes les fortifications et les portes. À la place va donc être créée une promenade bordée d'arbres qui correspond aujourd'hui un peu au début des grands boulevards. Donc vous voyez sûrement sur ces grands boulevards ce qu'on appelle aujourd'hui la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis.
En fait, ce ne sont pas des portes, ce sont des arcs de triomphe qui ont été construits à l'époque de Louis XIV sur la place des anciennes portes Saint-Martin et Saint-Denis. La- D'ailleurs, vous pouvez voir en haut de chacun de ces arcs de triomphe Ludivico Magno. Ça veut dire à Louis le Grand. C'est dédicacé à Louis le Grand. La porte Saint-Martin célèbre les victoires sur le Rhin et sur la Franche-Comté, tandis que la porte Saint-Denis, qui est une réplique de l'arc de Titus à Rome, elle célèbre les victoires sur la Hollande. Donc Paris n'était plus délimité par des enceintes, mais ces arcs de triomphe marquaient la limite entre la ville et les faubourgs. Dans les années 1780, le contrôleur général des finances, lui, décide de dresser à nouveau un mur autour de Paris. Donc la ferme, c'était une institution créée sous Louis XIV pour collecter les impôts indirects, les droits de douane, les droits d'enregistrement, par exemple. Et donc c'était les fermiers généraux qui collectaient ces impôts. Évidemment, c'était plus facile si on créait un mur autour de Paris, non pas pour le protéger, mais pour créer des endroits de passage obligés où on pouvait taxer plus facilement toutes les denrées, tous les matériaux qui entraient dans la ville. Donc ces travaux sont confiés à l'architecte Ledoux. Le mur, qu'on appelle le mur des fermiers généraux, est long de 24 km et à chaque porte, qu'on appelle désormais des barrières d'octroi, sont dressés des pavillons dans lesquels sont installés, on va dire, les percepteurs. Aujourd'hui, vous pouvez encore en voir quelques-uns. Il reste celui du parc Monceau, de la Villette, et aussi les pavillons sur la place d'Enfer Rochereau, et les deux pavillons qui sont de chaque côté de la colonne du trône, place de la Nation. Donc c'est tout ce qui reste de cette cinquantaine de barrières d'octroi qui perçaient le mur des fermiers généraux. Alors évidemment, comme tout ce qui a trait aux impôts, ce mur était très impopulaire et il avait inspiré un alexandrin anonyme mais qui est resté très célèbre. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Au XIXe siècle, vers les années 1840, sous le règne de Louis-Philippe, là on décide de la construction d'un nouveau mur, d'une nouvelle enceinte, mais là avec un but clair de protection de la ville. Et donc ces travaux sont confiés à Thiers, et donc ces fortifications gardent son nom, on parle de l'enceinte de Thiers. Donc clairement, il s'agit de protéger la ville et donc il y a évidemment des portes, des barrières, des poternes, mais aussi des bastions. Et il n'y a pas moins de 94 bastions donc, pour renforcer cette fortification. On peut en voir encore un exemplaire vers la porte de Bercy sur le périphérique. Il ne reste pas grand-chose de cette fortification de Thiers. Vous pouvez aussi voir, par exemple, la poterne des Peupliers dans le 13e arrondissement. Donc, dans les années 1860, Haussmann, toujours lui, décide donc de transférer les barrières d'octroi vers les portes d'entrée de la fortification de Thiers, et c'est ce qui avait permis donc à ce moment-là de détruire le mur des fermiers généraux et la presque totalité des bâtiments qui étaient installés aux portes.
Les fortifications de Thiers, peut-être ont protégé la ville, mais l'ont aussi enfermée, hein, et on en a vu les limites lors du siège de Paris en 1870. L'enceinte de Thiers a été rasée dans les années 1920 et sur ces emplacements ont été construits des logements sociaux, des équipements sportifs et des espaces verts. C'est aussi sur cet emplacement, mais au-delà de la fortification, qu'ont été entrepris les travaux pour le boulevard périphérique actuel. Ces travaux ont duré une vingtaine d'années. Il n'a été inauguré qu'en 1973 et il reprend donc les noms des portes. Il y a, je crois, 35 ou 38 portes tout autour du boulevard périphérique. Le nom des portes désigne soit le quartier, hein, ou la commune qui est juste derrière, par exemple porte d'Auteuil ou porte de Saint-Ouen. Généralement, les portes aussi indiquaient une destination. Par exemple, au sud de Paris, la porte d'Italie. C'est la porte qui donnait accès à la route nationale 7 qui allait jusqu'en Italie. La porte d'Italie est aussi célèbre un peu dans l'histoire de Paris parce que c'est par là qu'entrèrent en août 1944 les chars de la 2e division blindée qui venaient libérer la capitale. Au nord-est, il y avait aussi la porte d'Allemagne, hein, voilà, qui allait en direction de l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, elle a été débaptisée. C'est aujourd'hui l'emplacement de la porte de Pantin. Voilà. Donc le boulevard périphérique ou les boulevards de Maréchaux n'ont plus ces portes, mais ils ont gardé les noms. Et quand on passe sur le boulevard des périphériques, la porte de la gare, moi je pense toujours quand même à cette symbolique des portes. Ce sont, je sais bien, uniquement les 2 gros cylindres de l'entreprise de ciment Calcia. Et pendant la nuit, ils sont éclairés, hein, par un éclairage très artistique qui a été créé, et ça fait comme si c'était une porte qui était en bordure de Paris. Pour l'anecdote, et puisqu'on parle des portes, euh, il y a aussi des noms de portes à l'intérieur de Paris. Ce sont des accès piétons, hein. Vous avez peut-être remarqué, lorsque vous êtes au Forum des Halles, vous avez la porte Berger, porte Rambuteau, porte Lescaut, et en fait ça désigne simplement un accès vers ces rues. De même à la gare Montparnasse, la porte principale s'appelle la porte Océane. Hein. C'est toute une promesse d'évasion et de grand large que ce nom. Eh bien, restons sur cette impression de grand large pour passer une bonne semaine et à bientôt.